Bonjour, bien c'est vendredi, c'est la veille du week-end, on est le 25 septembre, Danick. 25 septembre et c'est donc le dernier jour de la semaine. On va se retrouver tout à l'heure avec Céline pour dérouler les titres, mais aujourd'hui on reçoit le directeur, le président, le patron, en tout cas on va le dire comme ça, le patron de la CAF, monsieur Jean Saint-Clément, qui est déjà avec nous. On recevra tout à l'heure aussi le directeur encore en place de l'archipel national de la Guadeloupe, mauvaise nouvelle il parle. Et puis, un peu plus tard, on discutera un peu avec Jessica Bouidé, qui est l'initiatrice de l'appli qu'on appelle Foodiles, ou Foodiles, comme on dit. Sinon, les titres, Céline, tout de suite. Dans les titres de ce vendredi, des communes au pied du mur et des impôts locaux qui risquent d'augmenter face à cette situation. Canal 10 a donné la parole aux premiers intéressés. Vous, les administrés, consentez-vous à cet effort supplémentaire? Nous entendrons vos réponses. Et puis les experts comptables aux côtés des entreprises. Une idée qui se concrétise aujourd'hui à travers la 14e édition des Journées de l'entreprise au WTC à Jarry. En effet, ces professionnels vont bien au-delà de lorgner sur le budget des entreprises. Ils sont aussi des soutiens dans l'aide à la recherche de financement notamment. Et puis un mois après le passage de la tempête Erika, la solidarité ne faiblit pas en direction de la Dominique. Ce matin, le Coreca a récupéré la collecte des écoles maternelles et primaires de Lamentin à Castel. Il s'agissait essentiellement de matériel scolaire en faveur des écoles sinistrées de l'île voisine. Voilà un petit peu le menu de ce journal, Danick. Menu très copié. Juste avant de commencer, je voulais qu'on jette un petit coup d'œil sur la presse guadeloupéenne. Le Courrier de la Guadeloupe qui titre cette semaine sur les régionales, bien ça, on n'est pas étonné, Hypatie, dit Picor. Dans le même état d'esprit, nouvelle semaine, le casse-tête des listes, et on le comprend. Et puis, un petit peu plus en retrait sur cette question, le progrès social de Basser, cérémonie des remises de prix. On ne parle pas, en tout cas, pas pour l'instant, de régional. On revient quand même sur l'affaire Nicolas Choulette, c'est à la une du journal, puisque vous savez que ce procès suscite beaucoup de polémiques. Voilà. On va parler donc avec le directeur de la CAF, Jean Saint-Clément, qu'on accueille. Bonjour. Bonjour. C'est difficile de ne pas vous poser la question. Comment se porte le pays au regard de la CAF? On va dire plutôt la CAF par rapport au pays. Voilà. Disons que la CAF est de sa mission, assure effectivement un service public, je pense, de qualité. Mais il est vrai que du fait de la précarité ambiante, de plus en plus nous avons des demandes, notamment des bénéficiaires du RSA. Et on sent bien effectivement que la crise est bien présente, d'autant que nos allocataires, malgré tous les efforts que nous faisons pour eux, sont toujours en demande d'aide complémentaire. Et ça peut s'expliquer du fait effectivement de la prégnance à la fois des prélèvements, vous en avez parlé, mais également du constat que le chômage se développe, et notamment parmi les jeunes. Et là, c'est vraiment un risque social grandissant et qui peut impacter le devenir de notre département et de notre société. Ça veut dire que le nombre d'allocataires augmente ou bien il est en diminution? Le nombre d'allocataires augmente très légèrement, oui, parce que la CAF, le cœur de justification de la CAF, ce sont les familles. Oui. Et aujourd'hui, nous avons un problème au niveau des familles, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'enfants qui naissent. Oui. Et partant de là, donc, nous avons surtout des anciens allocataires qui sont toujours présents, mais en entrée, il n'y a pas beaucoup. Et la partie qui augmente le plus, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, dont ceux qui relèvent du revenu de solidarité active, le RSA. Et c'est là qu'on voit une montée progressive, même si elle n'est pas très forte, mais quand même, sur moins de 5 ans, on est passé de 35 000 bénéficiaires à près de 50 000 bénéficiaires maintenant. Et donc c'est significatif en termes de poids de la précarité et de l'impact de la solidarité nationale. Alors vous parliez de la famille, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les champs d'intervention de la CAF pour que ce soit bien clair? Alors la CAF est présente sur tous les champs dès lors qu'il y a enfants à charge. Ça c'est le premier secteur d'intervention de la CAF, c'est ce qu'on appelle les prestations d'entretien, ce sont les allocations familiales, c'est le complément familial, c'est l'ancienne allocation de parents isolés qui est maintenant intégrée dans le RSA majoré. Il y a l'autre segment qu'on appelle effectivement les aides au logement, parce que la CAF participe effectivement à la prise en charge des frais de logement, notamment avec l'allocation de logement. Et puis le troisième secteur, alors, qui est beaucoup plus important, c'est tout ce qui concerne la précarité. C'est à la fois le RSA. Alors je rappelle malgré tout que nous versons pour le compte du conseil départemental, oui, c'est pas la CAF qui avance, l'État avance une petite partie pour des prestations RSA qui concernent les gens qui travaillent déjà, mais c'est beaucoup plus faible. C'est également l'allocation adulte handicapé, c'est significatif aussi en termes de montant. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est sur nos 800 millions d'euros, près de 350 millions d'euros qui sont versés. Alors, 800 millions d'euros, c'est votre budget, hein? Ben, ce sont les sommes que nous versons, que nous avons versées en 2014. Ça budget pour aller vite. Oui, je veux dire, c'est notre marge de manœuvre qui est impactée avec les demandes. Oui. Plus il y a de demandeurs, plus il y a de droits.
Et donc, on n'est pas enfermé dans une limite financière en termes de versement. Oui. Le bénéficiaire a des droits, on doit couvrir les droits parce que c'est la Constitution qui le prévoit, ainsi que la loi et la réglementation. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc pratiquement 350 millions d'euros concernent la précarité sur les 800 millions d'euros que nous versons. Le seuil de pauvreté en Guadeloupe, il est fixé à combien? Alors, il est identique à celui de la métropole. Alors, on a le RSA est versé dans les mêmes conditions qu'en métropole, que dans la France hexagonale, et donc il tourne autour des 800 euros en termes de seuil de pauvreté. Alors, c'est une vraie question, et notamment, cela impacte notamment Saint-Martin, qui relève de la CAF. Ils ont demandé à avoir une habilitation particulière pour revoir les conditions d'attribution, parce que le montant du RSA à Saint-Martin est tel qu'aujourd'hui, ça met en péril, je dirais, la politique sociale de la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Et justement, pour la Guadeloupe, c'est 350 millions d'euros consacrés à la précarité. Est-ce que, par exemple, sur les 5 ou 10 dernières années, c'est exponentiel de... Ce n'est pas exponentiel, mais on est quand même sur une progression de l'ordre sur 5 ans, de l'ordre de près de 10%. C'est significatif quand même. D'autant que le RSA a fixé des conditions un peu différentes et que la contribution au niveau du RSA, notamment pour ceux qui ne travaillent pas, est plus intéressante que ce qu'on trouvait auparavant avec le RMI. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, de façon normale, décente, qu'on peut vivre en Guadeloupe avec 800 euros mensuellement? Certainement pas, mais très souvent, ne perdons pas de vue que les 800 euros, c'est le seuil de pauvreté. Oui. Sachant que le RSA, lui, est un différentiel. Le montant moyen du RSA par mois est de l'ordre de 450 euros. C'est un différentiel comparé aux revenus éventuels qu'on aurait, mais également aux prestations qu'on reçoit. Il y a des gens qui ne reçoivent que ces 450 euros. Oui, mais qui n'ont pas d'enfants à charge. Oui. Et on peut vivre avec 450 euros en Certainement pas. Oui. Après, le problème, il est entier, mais ça renvoie à un problème plus économique, politique que social. Nous avons une mission sociale, on l'assure, mais il est évident qu'il faut se poser la question de fond. Doit-on créer de l'assistance, ou l'autre terme qui dérange, l'assistanat, en versant dans un pays quand même qui a un niveau de vie relativement faible, une protection sociale de pays riches? L'enjeu, il est là. On en parlera peut-être quand on parlera de l'avenir de la sécurité sociale. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte bien en Guadeloupe que ça n'avance pas. Je veux dire, le niveau social, il est artificiel. Et on vit beaucoup de prestations, j'ai envie de dire, importées. Certainement, mais c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique qui est de mettre en place ce qu'on appelle l'égalité sociale réelle. Oui. C'est-à-dire... C'est pas un leurre, ça? C'est un débat plus large. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'état-providence. Il faut être clair. On n'est plus dans l'état On n'est plus dans l'état-providence où on distribue pour distribuer. Aujourd'hui, on est dans l'état marchand. L'état marchand, donc, qui dit je redistribue si j'ai les moyens de distribuer. L'enjeu, il est là. Donc, nous, un département d'outre-mer qui avons effectivement une économie, on va dire, basée surtout sur la consommation, qui ne produisons pas de l'économie réelle, qui dégage de la valeur ajoutée qu'on peut redistribuer. C'est vrai qu'on est... comme on dit. Voilà. Donc, on est très dépendant de la solidarité nationale. C'est d'abord ça qui explique le métier. C'est d'ailleurs un argument politique, ça. On dit ça comme ça. Ça peut l'être, mais il faut se poser la question, si on a le statut de français, est-ce qu'on ne doit pas mériter les mêmes, on ne doit pas avoir droit aux mêmes avantages? Sauf que, et aujourd'hui, la vision de l'État marchand, qui dégage de la ressource à partir de ce qu'elle produit comme économie ou ressources éventuelles, amène à s'interroger sur l'avenir de cette protection sociale. Est-ce qu'il faut la même protection sociale partout, avec les mêmes éléments? Et quoi dit le directeur de la CAF quand on pose la question? Il a un droit de réserve qu'il veut invoquer. Non, mais manifestement, on se rend fort bien compte qu'il y a des efforts à faire et des interrogations qui impactent l'avenir. Inévitablement, on sera amené à s'interroger sur peut-être, pour certaines choses, une protection sociale régionalisée, pourquoi pas, pour une protection sociale qui ne sera pas peut-être au même rythme, au même niveau que ce qu'on reçoit au niveau de l'Hexagone, mais ce sont des réflexions à mener et je pense qu'ils désormais bâtissent notre avenir. D'accord. Concernant les allocataires, on entend parfois dans la presse, on lit, il y a des abus aussi de la fraude de la part de certains allocataires. Est-ce que la CAF, vous avez un suivi, un regard sur les allocataires et est-ce qu'on vous demande de faire la police quelque part ou c'est on n'a pas demandé de faire la police, non. Ça fait partie des règles du jeu. Frauder, c'est, je dirais, quelque part porter atteinte au régime en place. Donc la fraude est combattue. Et je dirais même plus, c'est devenu un vecteur essentiel, je dirais même de l'évaluation des organismes sociaux.
Donc nous avons des agents de contrôle sur le terrain, une dizaine, qui ont une obligation de résultat. Et généralement, en termes d'impact financier, c'est significatif. Mais ça veut dire quoi? Ils vont toquer chez les gens pour voir quelle est leur situation alors, ils sont déjà assermentés par la justice. Ils font des rapports de contrôle, ils rencontrent les personnes sur le terrain et chez eux pour obtenir des informations, pour vérifier si les déclarations sont conformes à la situation réelle. Donc cette partie-là devient prégnante dans la vie de la caisse. Et nous avons effectivement de plus en plus un taux d'indus et le repérage d'un taux de fraudeurs relativement significatif. Sachant, alors ça c'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit, ce ne sont pas les plus défavorisés qui fraudent le plus. Celui qui est en situation difficile a tendance à vouloir garder ce qu'il obtient sans tromper la société. Parce que, comme je le disais, celui qui fraude porte atteinte à notre légitimité et je dirais même au pacte social qui nous régit. Mais c'est vrai qu'on peut faire plus. Mais nos allocataires aussi sont aussi intelligents que nous et connaissent les voies et moyens pour faire en sorte qu'ils ne soient pas peut-être reconnus ou repérés comme des fraudeurs potentiels. Sachant que nous n'allons pas tout le temps devant la justice, parce que pour des personnes qui par omission ne déclarent pas leur nouvelle situation, moi, directeur, j'ai la capacité de mettre en place une pénalité. Et le constat que je fais, c'est qu'ils préfèrent encore la pénalité que de se retrouver devant le juge, oui, c'est clair. Parce qu'ils comprennent le sens de cette pénalité, ils acceptent de rembourser, et après, quelque part, il y a un travail, je dirais, de revenir à la situation normale qui se crée, parce qu'il faut qu'on soit exemplaire dans la démarche. Alors, on va revenir sur la Guadeloupe, mais je sais que souvent il y a des réunions, des CAF, des autres territoires. Comment se situe la Guadeloupe dans le top des autres régions, Guadeloupe, Martinique, Guyane? J'ajoute la Réunion, je n'irai pas plus loin. Les quatre caps des DOM se comparent entre elles et effectivement nous avons des indicateurs, oui, comme une entreprise, que nous produisons chaque jour et chaque mois. La CAF de la Guadeloupe est bien placée. Quand on dit bien placée, ça veut dire quoi? Il y a 103 caisses. Ouais. Nous sommes en moyenne autour de la 8e, voire même la première place. Il y a 3 semaines de cela, on était premier. Caisse la mieux placée en termes de stock retard, oui, et de délai de traitement des dossiers. Oui. Ça peut surprendre, mais c'est la réalité parce que généralement un DOM, c'est jamais bien vu. Oui. Donc si on accepte, si on reconnaît qu'on est bien placé, c'est que quelque part on fait les efforts qu'il faut et qu'on n'a rien à nous reprocher. Donc je dirais en termes de service rendu, de qualité de service, nous sommes bien placés. Mais je dirais que ce n'est pas ça l'essentiel pour nous. Nous avons une mission de service public et assurer une mission de service public, c'est généralement s'engager pour le compte des allocataires, leur faire bénéficier de tous les droits auxquels ils peuvent prétendre. Et ensuite, c'est valorisant pour les agents déjà, oui, de rendre un service public de qualité, et c'est valorisant pour nous aussi en tant que responsables, oui, de démontrer effectivement qu'on arrive à faire aussi bien que n'importe quelle autre caisse de métropole, on va dire. Alors l'envers du décor, qu'on examine un petit peu le nombre d'allocataires, ce qui est distribué, est-ce que la Guadeloupe aussi se trouve dans le top ou bien au contraire par rapport aux autres régions, on a une autre politique, en fait, comment ça se situe, ça se qualifie au moins? Bon, alors on va dire d'abord que nous sommes devenus une caisse un peu normale, puisque auparavant, il y a, je dirais, il y a 30 ans de cela, c'était 5 enfants à charge en moyenne par foyer. Aujourd'hui, on est à 2. Donc on est sur le même schéma et le même mode de fonctionnement que, je dirais, les caisses de l'Hexagone. Deuxièmement, sur les dépenses, la moyenne des dépenses, elle est bâtie en fonction des bénéficiaires. Or, comme le nombre d'enfants, alors ça c'est une réalité, le nombre d'enfants, lui, commence à baisser. Oui. Il baisse, on a, je crois, une perte de l'ordre de 2% par rapport à l'an dernier. On a 113 000 allocataires actuellement et on a 125 000 enfants. Alors qu'il y a, disons, 5 ans de cela, on était au-dessus, c'est-à-dire on était à 125 000. C'est le même chiffre dans toutes les régions. Ce déclin du nombre d'enfants et d'allocataires. Parlons des départements d'outre-mer, parce qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. Oui. Guadeloupe et Martinique, nous sommes sur la même tendance, une tendance à la baisse du nombre de bénéficiaires. Par contre, la Guyane est en train de se... voilà, le nombre d'enfants augmente, ils sont en train de se développer. La Réunion aussi maintient un certain niveau assez important. Et Mayotte, qui est devenu département d'outre-mer aussi, a un taux de natalité très élevé, mais n'a pas les mêmes prestations que nous. En termes de moyens financiers mobilisés, je dirais qu'on est dans la normale en termes d'attribution de droits. À part la précarité, pour le reste, on est sur des schémas identiques. La précarité, on est à l'identique de la CAF de la Seine-Saint-Denis, par exemple, ou des Bouches-du-Rhône,
Douane, c'est-à-dire Marseille. Alors, parce que souvent ici, on disait que les femmes faisaient des enfants pour la CAF. Maintenant, c'est fini cette époque-là. C'est, à mon avis, un discours qui est dépassé parce qu'on voit bien. On a par contre une problématique de monoparentalité très forte chez nous, mais c'est lié sûrement à des origines sociologiques, mais également à des choix d'entrer dans la vie professionnelle beaucoup plus tardivement, et qui fait que le nombre d'enfants et l'arrivée des enfants se fait plus tardivement, et puis le choix de vie aussi est impacté par cette approche monoparentale, mais qui se développe de plus en plus en France également. Il y a un changement, je dirais, sociétal sur la dimension parentalité qui ne vise pas nécessairement et à terme, systématiquement, la nuptialité, c'est-à-dire un couple formé et reconnu. D'accord. Céline ? Peut-être un petit peu sur cette grosse machine aussi qu'est la CAF. Vous gérez beaucoup de dossiers. Est-ce que, en termes d'évolution, de fonctionnement, de traitement des dossiers, quelles ont été un petit peu les révolutions et les évolutions de ces dernières années? Alors la CAF, c'est 300 salariés titulaires. C'est peut-être en moyenne une vingtaine de CDD pour accompagner les éventuels absents. Alors, nous sommes effectivement dans la modernité la plus totale. La dématérialisation, c'est le cheval de bataille en ce moment. Ça l'est, parce que nous sommes sur un circuit où le dossier qui arrive, il n'y a plus de papier il y a une corbeille qui est alimentée au niveau de l'écran, et le technicien travaille directement à l'écran. Et c'est pour cela que nous voulons par ailleurs développer la dématérialisation, parce que c'est un concept et un mode de fonctionnement qui assure de la sécurité, de la rapidité et de la qualité de traitement. Et surtout, avec cette dématérialisation, l'allocataire, mais il faut qu'il accepte le concept d'Internet et de tout ce qui est outil. Il faut qu'il se mette à jour. En fait. Voilà, il faut qu'il se mette au diapason. L'allocataire, à domicile, gère son dossier. Et on doit faire un gros travail de communication pour convaincre les allocataires qu'aujourd'hui, ils ont tout à y gagner en acceptant d'aller sur Internet et sur le CAF.fr, notre site. Mais ils sont presque nos allocataires qui ont plus de 40 ans. Je ne parle pas de ceux qui ont entre 25 et 30 ans. Ceux qui ont plus de 40 ans, voire 50 ans, est-ce qu'ils sont prêts au bon digital? Je dirais que chacun de nous sur cette table a un portable. Oui, même deux certains. Et certains ont parfois deux, parfois trois. Oui. Donc dans certains... Alors moi, ce que je dis souvent, il y a deux aspects qu'il faut intégrer. L'accès à l'outil informatique est devenu quelque chose de banalisé. Ça c'est banalisé, c'est vrai. Et je dirais même plus, nos propres allocataires qui sont des parents et des familles, pour avoir un voyage en métropole, au dernier moment avec un prix qui descend, il sait faire par le biais sûrement de son enfant, ou même par lui-même, il sait faire la réservation pour obtenir cet avantage. Oui. Et pourquoi pour la CAF? Donc ils connaissent. Mais voilà, ils ont le savoir-faire. Et en plus, notre outil aujourd'hui, le CAF.fr, permet d'utiliser les Android, les iPhones, etc. pour consulter sa situation. Donc, la dématérialisation, c'est entrer dans la modernité. J'ajouterais même plus. Les parents d'aujourd'hui qui ont des enfants de 10 ans, ont quel âge à votre avis? 35 ans, 40 ans à peine, même moins. Et donc, ils sont nés dans l'informatique, ils connaissent les outils. Donc, aujourd'hui, c'est une appropriation progressive pour entraîner une volonté d'utiliser un outil informatique qui donne sens et qui facilite la vie des personnes. Ils ne doivent pas utiliser que Facebook, ils doivent savoir utiliser CAF.fr, c'est ça. Mais alors, aujourd'hui, le CAF.fr, bon, ils sont un peu en retrait, ou bien mon compte.fr, ils sont en retrait parce qu'ils se disent, est-ce que c'est le bon chiffre? Oui. C'est ça la question de fond. Mais quand ils voient que le versement ne correspond à ce qu'ils ont vu, sur leur portable ou même sur leur PC, ils se disent, mais quelque part, il n'y a pas d'erreur et on ne peut pas faire d'erreur. Regardez comment les impôts ont imposé la déclaration en ligne. Oui. Et bien, nous, c'est la même volonté qu'on a. Donc aussi, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un problème de fond. Il y a des habitudes qui sont acquises. Il y a un besoin d'oralité, de contact physique. Mais la dématérialisation fait partie de notre devenir. Et il faudra qu'on rentre dans le rang. Ça veut dire que la CAF a déjà fait le bond du numérique. Si, on l'a fait. On l'a fait à la fois dans notre gestion interne, mais également des relations avec les allocataires. Et partant de là, donc on est effectivement sur un schéma où ce dispositif sera permanent et évident dans la vie de nos allocataires. Et on va les pousser à y aller.
Céline? Non, peut-être juste pour finir sur ce point du numérique. Après, la question est de savoir si ça reste pas discriminant pour des gens justement, oui, qui n'ont pas accès à Internet. Parce que c'est vrai qu'au niveau des familles, souvent ils sont équipés, mais voilà. Et puis des gens qui n'auraient pas Internet parce que ça a un coût aussi. Alors on revient peut-être, ça crée la passerelle avec l'autre thème, qui est effectivement que nous allons faire de l'accueil sur rendez-vous. Oui. Aujourd'hui, dans la mesure où on est bien placé en termes de traitement de dossier, donc on n'a pas beaucoup de difficultés, beaucoup de réclamations, mais certains allocataires arrivent dès 5 h du matin et font la queue devant nos centres d'accueil. Oui. En fait, pour demander est-ce que le versement est fait. L'objectif que nous avons avec l'accueil sur rendez-vous qui se mettra en place à la fin du dernier trimestre 2015, c'est de permettre à l'allocataire, par téléphone, par email, de solliciter un rendez-vous. Et le technicien qui l'aura en ligne, ou bien qui a une examination de dossier, vérifiera s'il y a intérêt à ce qu'il se déplace. Ou pas, oui. Et là, on va le rassurer sur sa situation. Et si c'est nécessaire qu'il ait effectivement un rendez-vous, on fera comme chez le médecin, on prendra un rendez-vous avec un dispositif de gestion des temps pour éviter qu'il ne perde du temps et qu'on examine l'ensemble de son dossier parce qu'il y a intérêt à le rencontrer. Et cet accueil sur rendez-vous, c'est, je dirais, la phase, je dirais, parallèle à celle de la dématérialisation. Rencontrer que les allocataires qui ont besoin d'être écoutés, entendus et pour leur permettre d'accéder à leurs droits. En plus, pour répondre à votre question, disons, le gap numérique, faire en sorte que peut-être certains ne sont pas équipés, ne savent pas lire sur un ordinateur parce que parfois ils sont illettrés, c'est pas négatif. Eh bien, dans les centres d'accueil désormais, on aura des espaces médias, multimédia, et où on aura des personnes, notamment des agents qui relèvent du service civique, parce que c'est aussi une manière pour nous d'entrepreneurs à dimension sociale, de permettre à certains de rencontrer le monde du travail. Ils sont accompagnés par ces personnes pour accéder à Internet et voir et comprendre comment ça marche. Également pour les bornes télématiques que nous avons dans nos centres, c'est permettre à ces allocataires de découvrir la modernité et d'être en capacité d'être écoutés, entendus, compris et vérifier si tous les droits sont servis. Et en même temps, on leur permet de toucher l'outil Internet et l'outil informatique pour qu'ils puissent s'approprier ce dispositif. Donc vous êtes en train de dire aux gens qui nous regardent, qui ont votre canal 10 d'aujourd'hui, apprenez à vous servir de votre clavier, utilisez le téléphone pour autre chose que pour les conversations. Mais est-ce que de l'autre point de vue, puisque vous avez dit que la CAF emploie quand même 300 salariés, il n'y aura pas une réduction du nombre de salariés, vu on sait bien que l'ordinateur, le numérique, le digital ne crée pas que des emplois? Déjà, nous sommes sur l'informatique depuis plus de 30 ans. Oui. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Par contre, la nouveauté, c'est justement, grâce à l'outil informatique, c'est de redéployer l'activité de la CAP et des agents sur d'autres segments qui, pour l'instant, privilégient plutôt le traitement du dossier, alors que maintenant, on a besoin beaucoup d'accompagnement social et d'accès aux droits. Et donc, cette partie-là, on est en train de réfléchir sur comment redynamiser notre service et apporter plus de qualité dans la relation avec l'usager et faire en sorte que l'usager se dise très bien, on nous dit de faire la dématérialisation, on nous dit d'apprendre un rendez-vous et nous, il faut qu'on apporte un service de qualité amélioré et beaucoup plus performant. Alors quand vous venez ici, je vous pose toujours la question, on va dire la question à 1 000 €, la Guadeloupe peut-elle vivre sans la CAF? Pour nécessairement, les moyens que nous injectons dans l'économie sont des moyens significatifs dans la vie de ce département. Oui. Alors vivre sans la CAF, certainement pas. Revoir les modalités. Qu'est-ce qui peut remplacer la CAF alors? Est-ce que demain, vous savez, la Martinique est en train de passer à la collectivité unique, tôt ou tard ça arrivera ici en Guadeloupe, et même au-delà. La CAF disparaîtra. Hein. Oui, je sais que la CAF disparaîtra. Le service public de la prise en compte du risque familial va toujours demeurer. Oui. Avoir un enfant, c'est un risque. Oui, c'est un risque. Si, ça apporte du bonheur, mais ça apporte de la charge. Sans quoi les CAF n'auraient pas d'intérêt. N'oublions pas que les allocations familiales ont été créées par les employeurs. Oui. Les caisses de compensation existaient avant la création des CAF. Ouais. Parce que l'employeur estimait qu'un salarié qui avait des enfants à charge avait un coût supplémentaire. Ouais. Et pour garantir son emploi et garantir l'activité de ce salarié, il fallait l'accompagner financièrement. Et c'est pour cela que ce sont que les employeurs qui financent les allocations familiales. Oui. Le salarié ne finance pas. Donc c'est bien, ça explique tout. Donc aujourd'hui, la CAF a toujours sa place. Tout l'enjeu sera de savoir est-ce que certaines prestations que nous servons ont leur intérêt dans un schéma où il faut peut-être plus accompagner le parent. Et j'ajouterai même plus, développer des services collectifs. Parce que ce n'est pas simplement verser, redistribuer financièrement de l'argent qui compte. C'est assurer une mission de service public qui donne sens à la vie en société. Et peut-être qu'il faut s'interroger sur les services collectifs, l'accès aux crèches,
les cantines scolaires, le logement social, voilà. Et voir si le service collectif ne donne pas plus de parentalité et donne plus de sens à la vie en commun. C'est-à-dire le mieux vivre ensemble peut-être passera plus par le développement des services collectifs, avec l'accompagnement de la CAF et des collectivités locales majeures, pour permettre à la société de mieux vivre. Et aujourd'hui, je crois que c'est le chemin qu'on doit prendre, parce que verser, c'est une chose. Avoir des droits, c'est une chose. Mais les fraudes aussi, c'est, je dirais, l'effet pervers d'une redistribution très forte. Par contre, s'interroger sur le collectif à développer, pour que, justement, cette société se ressoude et vive bien ensemble, apporter des réponses adaptées aux incivilités que nous rencontrons, c'est le collectif qui va générer cela. Mais est-ce que c'est une réflexion qui est aujourd'hui générée par la CAF vis-à-vis des politiques urbaines, des politiques de la ville et des politiques tout court, ou alors c'est une réflexion seulement CAF-CAF? Non, ce n'est pas une réflexion CAF-CAF, parce que nous sommes au sein de la société et nous avons effectivement des enjeux forts, notamment dans les relations avec l'État et avec les collectivités majeures. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré la présidente du conseil départemental. Ça fait partie des éléments sur lesquels l'ingénierie de la CAF, parce qu'on connaît le fichier des allocataires, on connaît le vivre ensemble ici, on est confronté également aux besoins des partenaires, notamment les associations. Il faut bâtir un socle où justement ce collectif pourra prendre vie et surtout être une situation qui doit être pérenne. Trop souvent, chez nous, on fait un coup et on oublie le reste. Or, c'est là qu'il faut justement fixer des fondamentaux pour qu'on puisse justement bâtir cette société nouvelle que les jeunes attendent notamment. Donc, un exemple très concret, la CAF a construit un centre social. C'est le seul centre social du département. Or, c'est l'outil qui permet de mettre ensemble les jeunes et de les préparer à l'avenir. Si aujourd'hui on n'y arrive pas, c'est que quelque part, on n'a pas pris conscience de l'intérêt, de l'impact social de tel outil. C'est bien la raison pour laquelle je vous posais la question, savoir est-ce que vous êtes écouté, entendu. La démarche que vous initiez semble être, j'ai envie de dire même généreuse, mais est-ce que nos politiques... Le relais n'a pas été pris comme nous l'avons souhaité. Voilà, c'est ça le vrai enjeu. Alors, trouver la bonne structure qui puisse gérer un tel outil aussi. Je pense que les communautés de communes, c'est peut-être le bon maillon aujourd'hui pour arriver à mutualiser et à bâtir des équipements qui puissent être partagés par plusieurs communes. Oui, tout à fait. Petit Canal aujourd'hui, il irrigue le Nord Grande Terre, mais on peut avoir la même démarche au niveau des collectivités, enfin des communautés de communes, des différentes zones de notre pays, et avoir des outils qui ne soient pas des outils au service uniquement de telle commune, mais des outils partagés. Tout à fait. Un service de restauration scolaire, une cuisine centrale, est-ce qu'il faut une cuisine centrale dans chaque commune? Ou une médiathèque dans chaque commune. Voilà. Ça, c'est de l'affichage. Nous aidons. Mais derrière, il faut vraiment donner un sens à cette vision sociale élargie qu'on veut développer. Il manque des conférences CAF en direction de la population, en direction des décideurs politiques. Ici, c'est un bon niveau de prise en charge. On se rencontre alors. Justement, vous allez avoir bientôt le 70e anniversaire de l'institution. Qu'est-ce qui est prévu justement pour sensibiliser parce que j'ai comme le sentiment, d'un côté les gens qui nous écoutent, de l'autre côté les décideurs, les politiques, voient la CAF comme un pourvoyeur, distributeur de billets. En fait, comme vous disiez tout à l'heure, on arriverait l'argent à Saint-Clément, comme on disait, à attendre voiture jaune là, tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser ça un peu et aller dans la réalité? Le 70e anniversaire de la Sécu, de la Sécu créée en 1945 après la guerre, donc au niveau de l'Hexagone, chez nous c'est 1949 pour la Caisse Générale et 1972 pour la CAF. Mais les services existaient déjà. Donc, mais institutionnalisé, c'est effectivement 1949 pour la CGSS et 1972 pour la CAF. Le 70e anniversaire qui va être commémoré est un temps fort pour nous à deux titres. Et sachez déjà que nous avons justement fait le choix d'avoir la semaine de la sécurité sociale au mois de mai parce qu'on a voulu rencontrer les jeunes. L'avenir de la sécurité sociale, ce sont les jeunes. Les jeunes qui déjà apprennent et doivent savoir ce que c'est que cette protection sociale, le pays riche. Et deuxièmement, puisqu'ils seront demain les acteurs de la sécurité sociale. C'est eux qui vont financer, c'est eux qui vont faire vivre l'outil. Donc, cette semaine de la Sécu a permis de recevoir une centaine de collégiens, de 10, même plus que ça, puisque c'était 35 élèves pour 10, près de 400 élèves qu'on a rencontrés. Et là, ils ont découvert d'abord une institution qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils se sont rendus compte du rôle de la CAF. Et je pense que ce sont les pionniers de demain. Le 70e sera fêté également au cours du mois d'octobre, le 23 octobre, avec une conférence portée par un démographe
M. Claude Valentin-Marie, qui travaille au niveau de l'Europe et qui est martiniquais, et qui effectivement examine l'évolution des sociétés domiennes. Et ce sera l'occasion d'avoir comme thématique démographie et avenir de la protection sociale. Pourquoi cette question-là? Parce qu'en se projetant, on se rend compte qu'aujourd'hui, le service que nous rendons en termes de redistribution va sûrement se décliner, s'orienter peut-être vers du collectif, mais la question qui va être posée, c'est pour qui cette protection sociale? Oui, s'il y a moins d'enfants. Voilà. Et déjà, est-ce que peut-être les CAF continueront d'exister? Est-ce que peut-être il ne faut pas s'interroger sur peut-être redynamiser la démographie? Mais pour qu'il y ait une démographie qui soit redynamisée, il faut effectivement de l'activité. Vous savez, je vous interromps juste un moment. Vous savez qu'au lendemain de la guerre, la France a eu un baby boom. On disait aux gens, faites des enfants. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de dire aux Guadeloupéennes qui nous regardent, faites plus de monde, c'est ça? Non, mais il faut rappeler des réalités qui vont nous impacter dans une dizaine d'années. Guadeloupe et Martinique, nous serons les 2 départements les plus âgés de France. Ouais. Et donc, il y a un vrai problème. Parce que derrière, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'activité. Et on ne peut pas vivre que de la retraite. C'est un département qui va se déliter. Donc il faut se poser les bonnes questions. Et c'est pour cela qu'on veut que ce démographe qui viendra nous rencontrer puisse faire toucher du doigt les impacts de cette particularité démographique qu'on va connaître dans les 10 prochaines années. Parce que s'il n'y a pas de famille, déjà, la société est en difficulté. S'il n'y a pas d'enfants pour assurer ce renouvellement, il y a un vrai problème majeur. Donc, qu'on se pose des bonnes questions, qu'on s'interroge peut-être sur le retour des enfants qui sont partis travailler en France, qui ont des enfants et qui peuvent revenir, se donner les moyens au plan économique pour que cette égalité réelle, mais non pas identique, se mette en place avec un fondement qui serait redynamiser nos départements pour qu'on puisse avoir de la ressource disponible, formée, et qui crée de l'économie réelle. Économie réelle, j'aime bien le mot et je crois que c'est le bon mot et c'est le mot de la fin. En tout cas, Monsieur Saint-Clément, je vous remercie pour cet exposé parce que c'est plus un exposé qu'une interview. J'espère que vous avez été entendu et que la campagne des élections régionales qui se fait en ce moment tiendra un peu compte de ces paramètres qui sont importants, visiblement, et que nos politiques seront à l'écoute de ce Ils seront discours. invités aussi à notre... Ils seront invités, je pense que c'est nécessaire. Merci, à très bientôt. Vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. Céline, il est presque 13h avant la page pub et avant de recevoir M. José Plia de l'Archipel, vous avez des titres à développer. Les titres, effectivement, de ce vendredi, des communes au pied du mur et des impôts locaux qui risquent d'augmenter face à cette situation. Canal 10 a donné la parole aux premiers intéressés, les administrés. Comment consentez-vous à cet effort supplémentaire? Nous entendrons vos réponses dans notre sujet. Et puis les experts comptables aux côtés des entreprises, une idée qui se concrétise aujourd'hui à travers la 14e édition des Journées de l'entreprise au WTC de Jarry. Des professionnels qui sont aussi là pour accompagner les entreprises. Et puis un mois après le passage de la tempête Erika, la solidarité ne faiblit pas en direction de la Dominique. Ce matin, le Coreca a récupéré la collecte des écoles maternelles et primaires de Lamentin à Castel avec du matériel scolaire d'Annick en direction des écoles touchées par la tempête en Dominique. J'ai le temps peut-être de développer un sujet sujet avant la pub. Je vous le disais, des communes au pied du mur et des impôts locaux qui risquent d'augmenter. En effet, la Chambre régionale des comptes a retoqué bon nombre de délibérations sur les taxes locales votées par les communes. Pourquoi? Eh bien parce que ces villes endettées tentent tant bien que mal d'éviter d'augmenter la taxe foncière et la taxe d'habitation, mais ça ne passe pas toujours. Jouer avec les lignes budgétaires ne supporte plus l'évidence. Les recettes ne sont pas là et une vingtaine de communes sont dans le rouge. Résultat, les avis d'imposition des impôts locaux donc n'ont pas encore été distribués dans certaines communes et les délais seront parfois reportés à 2016. Alors la question, c'est face à cette situation, avec ces impôts locaux qui risquent d'augmenter, nous avons interrogé les premiers concernés, les administrés. Alors comprenez-vous ou consentez-vous à cet effort supplémentaire? Les propos sont recueillis par Maxime Morel. Moi, je suis de Marie-Galante, je pense que pour maintenant, je vois les impôts sont très durs. Je voulais qu'on puisse baisser les impôts. Plus d'impôts, oui. Mais il faut aussi que les maires, la commune, arrangent aussi. Ouais. Je dis oui et non. Oui, pour avoir le confort de ma ville. Et puis non, vu la conjoncture actuelle, les choses sont très difficiles. Voilà. Ouais, mais tout dépend de quelle évolution. Tout dépend de ce qu'ils pensent faire avec l'argent qu'on va payer en plus.
Qu'est-ce qu'ils pensent faire on ne sait pas. Donc si on ne sait pas, mais pourquoi s'aventurer à payer plus d'impôts si on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire? Je suis d'accord pour payer plus, mais il faut savoir exactement ce qu'on va faire. J'en paye déjà tellement. Non, pas pour l'instant. Non, pas du tout. Je paye assez d'impôts en tant qu'indépendante, alors je ne vois pas pourquoi je lui donnerais plus d'impôts. Voilà. Oui, c'est-à-dire que dès que l'argent public sert au bien-être de tous, je suis partant. C'est-à-dire qu'ici, trop souvent, nous sommes égoïstes. Nous pensons d'abord à nous et on exige toujours davantage. Je pense que la Guadeloupe devrait maintenant se réveiller parce qu'elle est somnole et se dire qu'elle a beaucoup de potentialité. Et je me rappelle bien cette phrase, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si on reste sous son cocotier à attendre que ça tombe, je crois que ça n'ira pas. Il faudrait grimper pour aller chercher. Donc effort, rigueur, discipline et détermination. C'est un petit peu le message que tout un chérubin passe à ses compatriotes. Voilà, 13h02 dans le ZCL. On prend une courte page de publicité. Après, l'information continue et notre invité José Plia qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite. Voilà, 13h07 et on est de retour sur le plateau du ZCL et l'info continue. Les experts comptables aux côtés des entreprises, une idée qui se concrétise aujourd'hui à travers la 14e édition des Journées de l'entreprise au WTC. Ça se passe à Jarry. En effet, ces professionnels vont bien au-delà de lorgner sur le budget des entreprises. Ils sont aussi des soutiens dans l'aide à la recherche de financement. Ils sont là aussi pour proposer des solutions juridiques aux sociétés qui sont en difficulté. Harold Luce et Jeff Taylor sont allés se balader dans les travées de ce salon. On regarde leur sujet. Du mal à lire dans la boule de cristal, mais je suis quand même confiant. Je suis confiant et je dis que nous devons donner confiance. Nous devons donner confiance à nos dirigeants et leur donner envie de créer. Et nous, experts comptables, nous sommes à leur côté. Nous sommes de véritables coachs du dirigeant. Nous sommes aux côtés de nos dirigeants. Nous voulons, de toute façon, leur apporter de la performance. Nous sommes accélérateurs de performance et de croissance, de façon, si on reste dans la dimension macroéconomique. Voilà notre rôle. Notre rôle ne se limite pas simplement à la production des comptes annuels, et surtout avoir une garantie des obligations légales, mais aussi en tant que conseil, nous avons notre place à jouer, nous sommes aux côtés du dirigeant. J'ai voulu vraiment faire ressortir les difficultés aujourd'hui que nous rencontrons. Le CICE, le crédit d'impôt compétitif emploi, qu'on parle souvent, qui n'est pas vraiment adapté, même si ça ramène, comme le disait le préfet, 18 millions dans l'économie, mais on peut en faire encore plus, car il y a des petites entreprises qui souffrent. La deuxième chose, quand j'entends le bilan de certains dans une telle manifestation parler du bilan et sachant que 750 entreprises ont été liquidées en 2015, que nous avons eu plus de 20 000 chômeurs supplémentaires, je me pose des questions dans quel département que je vis. Nous avons bientôt cette RGEC, le règlement général d'exemption par catégorie, où actuellement on a intégré l'octroi de mer. Si cela dépasse les 30%, les entreprises auront à rembourser 250 millions, ce qui équivaut à 11 336 emplois seulement dans l'agroalimentaire en Outre-mer. Donc je dis que ce n'est pas cette manière, c'est pour cette raison que je parle d'un nouveau modèle économique. En matière de financement, malheureusement, effectivement, beaucoup d'entreprises, je ne dirais pas toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises souffrent de problèmes de financement. Nous, en tant qu'experts comptables, nous avons la capacité, nous avons les compétences pour pouvoir accompagner nos clients, pour pouvoir accompagner les dirigeants, en leur permettant de choisir exactement le bon mode de financement adapté à chaque activité, à chaque opération de la vie de l'entreprise. Nous le disons souvent, ce n'est pas l'argent qu'il nous faut, ce sont les moyens, l'accompagnement, les idées, se mettre ensemble. Quand j'entends parler de l'agriculture, j'ai rencontré des agriculteurs en basse terre, en grande terre, qui sont mécontents, qui risquent de tout perdre parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Comment vous pouvez me dire que vous allez visiter les agriculteurs quand la sécheresse est finie, quand la pluie revient, c'est se foutre de certaines personnes. Non, je suis désolé. Je dis aujourd'hui que nous avons encore autre chose à faire. Nous avons la possibilité, les moyens, mais il faut la volonté.
Un saupoudrage dénoncé par Harry Chalus alors que Victorin Lurel multiplie les signatures avec les communes de l'archipel dans le cadre des fameux contrats de développement durable territorial. Le député maire de Bémao, que l'on vient de voir, son principal challenger dans la course au régional, tique sur ce marathon du président de région ces jours-ci. Alors on l'écoute sur ce point réagir ce matin au salon de l'entreprise. Je l'avais dit depuis juin, ma candidature aux élections régionales fera bouger beaucoup de choses en Guadeloupe. On voit des panneaux fleurir partout en Guadeloupe. On voit des travaux, on propose des travaux. On parle des CDET, ce contrat de développement territorial. Moi, je ne signerai pas cela avant janvier, car il faudrait attendre le budget de la région. On ne va pas dans les communes pour faire de la politique politicienne. Je le dis franchement aujourd'hui, si on doit signer cela, on le fera en janvier. On n'est pas pressé. Donc, je le dis encore, je félicite ces chefs d'entreprise qui ont du courage, qui ont les reins solides, qui se donnent les moyens, les experts comptables, l'ordre des avocats qui les accompagnent. Et vraiment, je dis qu'on a du potentiel en Guadeloupe et on peut créer beaucoup d'emplois en commençant par l'agriculture. Voilà, donc après ces deux titres d'information, de toute manière, je vous disais qu'il y aura sûrement des réactions. Ah oui, j'en doute pas. Des réactions à la réaction, bon, enfin, on est habitué. Voilà, on reçoit donc José Plia, le directeur de l'archipel Scène Nationale depuis 10 ans. José Plia, comment s'annonce la saison avant de parler d'autre chose? Oui, elle s'annonce très belle. On va démarrer avec Jean-Michel Lesdel le samedi 10 octobre pour ouvrir la saison et qui va nous présenter son double nouvel album. On va avoir des temps forts avec Lisa Simone, la fille de l'autre, qui va venir en décembre nous présenter son spectacle où elle est accompagnée notamment par Sony Troupé. Ils font le tour du monde en ce moment et c'est un vrai honneur d'accueillir cet événement exceptionnel. Admiralty, qui n'a jamais joué à l'archipel, voilà, qu'on est très heureux d'accueillir sur 2 soirées, un peu plus tard dans la saison. Et puis bien sûr, du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, des ateliers, etc. etc. Alors comment globalement ces 10 ans sont passés à l'archipel? Rapidement, ça a traîné ou au contraire il y a un peu de regret? Non, c'est allé très vite, très vite. Je disais à mes collaborateurs encore il y a quelques jours, il n'y a que les enfants qui ont grandi qui nous font prendre la mesure de comment du temps qui est passé, parce que nous sommes à des âges où on ne se rend pas trop compte de comment on vieillit. Et non, le rythme des saisons artistiques est tel que voilà, on démarre là, et puis sans comprendre, bon, c'est bien rythmé, il y a les congés, il y a tout ça, mais on se retrouve au mois de mai et il faut tout de suite enchaîner sur une deuxième saison. Donc c'est passé très vite, très vite, au contraire. Et bien sûr, il y a des regrets, parce que justement parce que ça passe vite, on aimerait pouvoir inscrire des choses dans la durée, mais tout ne dépend pas de nous, donc on a fait ce qu'on a pu. Alors vous parlez de regrets, moi je vais vous demander de quoi vous êtes fier après ces 10 ans passés à la tête de l'archipel. Je suis fier de 3 choses, c'est essentiellement. La première, c'est d'abord de mon équipe. Qui, quand je suis arrivé, était en souffrance. Mon arrivée, le départ de mon prédécesseur avait été assez houleux. Et donc, c'était une équipe qui était en plein doute, qui était en souffrance, qui avait besoin d'être remobilisée. Et ça a pris le temps. Il a fallu les structurer, hiérarchiser, responsabiliser. Et dès que ça a été fait, on a retrouvé une équipe extrêmement opérationnelle, que tous les artistes, parfois les plus grands qu'on a reçus et qui tournent à l'international, on salue. À chaque fois, on a des retours disant équipe technique, équipe relations publiques formidable. Donc ça, c'est une vraie satisfaction qui, j'espère, va vraiment perdurer. C'est le principal trésor de l'archipel. Ensuite, les publics. On a toujours dans nos théâtres un public spontané, un public acquis à la chose culturelle, c'est les cadres supérieurs, les enseignants, qui naturellement vont au théâtre. Évidemment, on s'adresse à eux, mais nos missions publiques, c'est de trouver ce qu'on appelle les non-publics, ceux qui trouvent que l'archipel peut être un repoussoir ou peut être un lieu d'élitiste, voilà, c'est le grand mot, mais on a beaucoup travaillé à ça, à faire comprendre par de la médiation que c'est de l'élitisme, mais de l'élitisme pour tous, comme disait Jean Villard. Il s'agit d'être exigeant, de prendre des spectacles de qualité, parfois pointus, mais de dire vous pouvez y accéder si on vous donne les clés de compréhension. Donc le gros travail médiation s'est fait là, et ça c'est une vraie satisfaction de voir des publics populaires venir voir des spectacles exigeants. Et toujours dans ces non publics, on est même allé au-delà, on est allé vers les publics en situation de handicap.
On a fait beaucoup de choses. Encore récemment, on a fait une manifestation qui s'appelle Danse avec un fauteuil, où des handicapés lourds ont dansé avec des professionnels. Voilà, ça, c'est une deuxième grande satisfaction. Et puis la troisième, c'est bien sûr le public, les artistes qu'on a accueillis à l'archipel et qui ont réinvesti ce lieu. C'était une des missions qu'on m'avait demandé, de faire revivre l'archipel dans tous ses espaces, les ateliers de construction, les espaces de répétition. On a le diplôme d'état de la danse qui est dans la maison. Donc tout ça a donné une vie et c'est devenu un bâtiment extrêmement vibrillonnant. Et c'est de ces trois choses dont je suis le plus heureux. Donc vous laissez l'archipel dans un bon état, comme on dit? Oui, on peut le dire, soutenu et aidé, je dois le dire, et je le rends ici hommage par le conseil d'administration, son président René Philogène, qui n'a jamais manqué d'être présent à mes côtés parce que la tâche est lourde. La situation est extrêmement saine, à la fois pour le personnel, l'équipement, beaucoup de travaux ont été faits, non sans mal, mais le Conseil général a pu faire des travaux structurants pour remettre les choses en ordre, mais également dans les comptes financiers. Voilà, le successeur va trouver un équipement en bon état de marche. Alors tout à l'heure, on discutait avec le directeur de la CAF et on voyait le hiatus qui est entre ce qu'il souhaite et ce que font les politiques. Est-ce qu'en matière culturelle, vous avez le sentiment que les politiques suivent, j'ai envie de dire, la musique? Non, malheureusement. Malheureusement, je suis dans la même, c'est un de mes grands regrets. Et j'écoutais le directeur de la CAF avec beaucoup d'intérêt à ce propos. Le temps de l'artistique n'est jamais le temps des politiques. Et c'est toujours dommage. Et l'un de mes plus grands regrets, c'est justement de n'avoir pas pu voir éclore ce PRAS, ce pôle régional des arts du spectacle, qui est indispensable pour un outil comme l'archipel. Parce que le PRAS, c'est quoi? C'est un conservatoire régional pour former nos jeunes dans les disciplines que je viens de citer, danse, musique, théâtre, à devenir des professionnels. Ils font des bacs théâtre, des bacs danse, et quand ils sont sortis, parfois brillamment de ces bacs, ils n'ont pas de quoi continuer plus loin. Ceux dont les parents ont les moyens les envoient faire des conservatoires à Paris ou à Nantes, et puis les autres font autre chose, et c'est une perte pour le territoire. Et ceux qui partent ne reviennent plus, parce qu'il n'y a pas assez de travail d'heures d'intermittence en Guadeloupe. Donc, la nécessité d'avoir un conservatoire régional, même pas national, régional. Qui était dans l'air, normalement. Mais c'est dans l'air, oui. Ça allait toujours. Oui. Mais voilà, quand je suis arrivé en 2005, on a commencé à parler du PRAS en 2007, et on est en 2015. Il n'existe toujours pas. Et du coup, c'est vrai que dans ma mission, je me suis retrouvé un peu à sec dans le renouvellement, dans l'émergence. On me reprochait parfois sur certaines saisons de programmer toujours les mêmes. Mais quand je regardais dans le vivier, malheureusement, je n'avais que cela. Et ça, c'est une difficulté pour le territoire. Oui. C'est un gros déficit. C'est un gros déficit. Alors, du point de vue de... Alors, il y a autre chose, c'est que les scènes nationales ont un label. Est-ce que les artistes que vous avez produits, que vous avez mis sur scène, vous avez pu les exporter dans le réseau des chaînes nationales françaises? Oui, notamment au début. Je pense notamment à des gens comme le groupe Cacoustique, oui. Je pense à Laviso qui a fait une tournée des scènes nationales. Et puis, on s'est retrouvé après devant une difficulté pour certains autres artistes que je défendais. Je pense à Lena Blue, je pense à qui pourtant on s'est retrouvé dans une difficulté où l'archipel n'est pas producteur. On est prescripteur, oui. Voilà. Et je vais dans des réunions professionnelles. Quelle est la subtilité entre producteur et prescripteur? Le producteur va, mettant de l'argent dans le spectacle, va développer un réseau de partenariats qui va permettre à son spectacle de circuler. Il va même coproduire en trouvant de l'argent dans d'autres scènes nationales. Bien. Ça, prescripteur? Prescripteur, c'est-à-dire que je recommande. J'ai accueilli le spectacle, je vois sa qualité, et quand je vais dans des réunions professionnelles, je dis voilà, Lena Blue vient de faire un super spectacle. Et là, la limite, elle est là. C'est-à-dire que je ne peux pas imposer aux collègues de prendre des spectacles. Donc, on s'est retrouvé à un moment donné devant cette difficulté-là, dans la prescription, qui fait que l'une des raisons pour lesquelles mon projet suivant, j'ai fait les nouvelles écritures scéniques pendant 6 ans, oui. Et j'ai enchaîné avec le projet en cours, les mythologies actuelles de Guadeloupe. J'ai bataillé auprès du conseil d'administration pour imposer ce projet qui disait, oui, les missions des scènes nationales ne sont pas d'être des producteurs, on est des diffuseurs, des prescripteurs, mais on est dans un territoire où les outils de la production n'existent pas. En métropole, vous avez des scènes nationales et à côté, vous avez un centre dramatique ou un centre chorégraphique. Eux, c'est des producteurs. Voilà, c'est leur mission. Donc, il a fallu expliquer aux tutelles que
je dois me substituer un peu à cette carence, donc à la marge, pour pouvoir produire. Et du coup, devenant producteur, oui, j'ai les moyens d'imposer à mes collègues des spectacles. C'est ce qu'on a commencé à faire avec les mythologies qui sont en cours. Et justement, est-ce que les travaux en résidence sont un peu palliés à ce déficit de production dont vous parliez? Oui, alors c'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Il y avait les artistes que je ne pouvais pas produire, mais que je participais quelque part à leur production en leur offrant la résidence de travail, puis le préachat de 2-3 représentations à l'archipel. Je recommandais ensuite leur spectacle, mais du moment où on est passé dans cette phase à la marge de production, on a continué à faire des résidences, mais on est devenu vraiment cette fois-ci vendeur des productions venant de la Guadeloupe. Alors vous avez, il faut le dire, vous êtes metteur en scène, vous avez eu beaucoup de productions théâtrales. Est-ce que vous avez le sentiment quand même, après 10 ans, qu'il y a un peu quand même, ça a un peu bougé en matière de création théâtrale ici? Malheureusement, ou est-ce qu'au contraire, ça s'affaisse? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Moi, j'ai connu la Guadeloupe. Je dirigeais l'Alliance française de la Dominique dans les années 2000 et j'ai accueilli le temps fort de mon prédécesseur, Territoire et Identité, à la Dominique. On a monté un festival franco-créole et j'ai donc vu arriver les Caloda, les Gernidier, enfin toute une génération comme ça de talents Eddie Arnel. Alors, je les voyais aussi dans les festivals Caraïbes, de théâtre Caraïbes à la Martinique, au CMAC. Et 10 ans plus tard, c'est toujours encore les mêmes qui sont là et qui... Pas de renouvellement. Pas de renouvellement. Voilà. Malheureusement, ça ne s'est pas renouvelé. Mais pour une raison simple. Cette génération-là est arrivée à un moment où elle n'arrivait plus, elle aussi, à produire et à tourner. Donc, ils font beaucoup de formations, ils font beaucoup de transmissions, mais c'est d'abord des créateurs, donc c'est compliqué pour eux. Et puis, comme il n'y a pas de conservatoire pour former les nouvelles générations, ça s'est asséché. Le domaine où on voit le plus de progression sur ces dernières années, c'est dans la danse contemporaine. Parce qu'il y a justement le diplôme d'état de la danse. Et voilà, il n'y a pas de secret. Donc, on a vu Myriam Soulange, Catherine Denessi, Léo Lérus, toute une nouvelle génération à la suite de Lena Blue qui apparaît, qui commence à tourner, qui tourne d'ailleurs beaucoup à l'international. Voilà. Et il y a aussi la question de l'argent. La culture, dit-on, coûte cher, mais en fait, sur le budget de la scène nationale, on n'a pas l'impression que l'investissement était suffisant. Non, il n'a jamais été suffisant. Il n'a jamais été suffisant dès l'origine. Hein. Vous faites bien de le souligner, dès l'origine, il n'y a jamais eu les financements structurants qui permettraient de vraiment bien faire fonctionner cet outil. On a toujours travaillé en sous-déficit et ça ne s'est pas arrangé parce que si les budgets sont simples, il y a 650 000 € qui sont donnés par l'État, 1 million d'euros qui sont donnés par le département, sachant que le département a déjà une charge très lourde avec l'entretien du bâtiment. Il donnait 700 000 quand je suis arrivé et la région donnait 350 000. Puis, pour des raisons internes entre les deux présidents, la région s'est retirée, laissant l'archipel un peu en plan, 350 000 €. C'est le budget artistique, c'était le budget artistique. Donc, le Conseil général a pris ses responsabilités, a compensé. Donc, aujourd'hui, le Conseil général est à 1 million d'euros de subvention, 650 000 de l'État. Et quand on a tout payé à l'archipel, il nous reste 200 000 pour l'artistique. C'est dérisoire. Quand je suis arrivé, j'avais 500 000 de disponibles artistiques pour faire de la programmation. 10 ans plus tard, à flux constant, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de baisse de subvention, mais tout le reste augmentant, je me retrouve avec un disponible artistique de 200-220 000 pour faire la programmation en cours. Donc il y a une mission qui s'annonce pour mon successeur, c'est vraiment de trouver de nouveaux moyens, parce que sinon, voilà, on va travailler dans une coquille vide. Alors justement, puisqu'on parle de la nouvelle saison là, qui va débuter le 10 octobre, comment ça se passe un petit peu dans les coulisses pour faire cette programmation? À qui vous pensez? Au public? Quel est le juste équilibre entre prendre des risques pour certaines programmations puis assurer des valeurs sûres? Vous avez tout résumé, c'est exactement ça le boulot d'un directeur de je vais me présenter la candidature. Vous serez la bienvenue, les candidatures féminines sont les très bienvenues dans les scènes nationales. C'est exactement ça, c'est de l'équilibre, parce qu'il y a un cahier des charges qui est sur la pluridisciplinarité. Il nous faut du cirque, il nous faut de la danse, il nous faut du théâtre, il nous faut de la musique. Ça, c'est le cahier des charges. Là-dedans, on vous dit, en théâtre, il faut du répertoire, donc du Molière, Shakespeare, mais il faut du théâtre contemporain.
Toujours là-dedans, il faut du jeune public, parce qu'il faut préparer les publics de demain. En musique, il faut aller du classique aux musiques actuelles, en passant par les musiques populaires, etc. Donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et évidemment, plus on a un disponible artistique, plus on peut élargir l'assiette. Quand ça se réduit, on essaie toujours de tenir, mais par exemple, une chose que j'ai dû le faire au tout début, mais que j'ai été incapable de faire ces 5 dernières années, c'est un ballet classique. On a plein de jeunes qui font de la danse, ils ont besoin de voir du répertoire classique. Vous connaissez le coup d'un ballet, c'est 30 danseurs en tournée. J'ai plus les moyens de faire du ballet classique. Donc nos jeunes sont en carence de ballet classique depuis plusieurs années. Le théâtre, ça va encore, je peux faire encore du Molière, des choses comme ça. Mais dès que c'est des grands plateaux, avec le Centre des Arts en plus qui n'est plus là, parce qu'avant je partageais le plateau avec le Centre des Arts. Donc voilà, c'est une vraie préoccupation dont il va falloir s'occuper. José Plia, ça va être la dernière question, puisque vous allez quitter l'archipel. Je vous la pose quand même. Quel avenir pour l'archipel? Je crois que si le politique n'est pas au diapason de l'artistique, je pense quand même vraiment qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont conscients de la valeur de l'artistique. Ce n'est peut-être pas une priorité, ce qui est dommage, mais ils en sont conscients. Donc, ça prendra le temps. J'espère que ce ne sera pas trop tard, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que pour que ce département existe. Dans la situation j'ai été très attentif à ce que le monsieur de la CAF a dit, parce que ça nous parle tous. Il parlait de renouvellement, il parlait de nouvelles générations, il parlait de jeunes. Et j'avais l'impression de dire, mais il y a comment les arts sont un réceptacle. C'est en résonance. Des résonances, exactement, de tout ça. Donc, c'est l'urgence qu'il y a dans ce domaine social. Et elle l'est également dans le domaine culturel. Je vous remercie, puis comme on dit, bon vent. Merci. À bientôt. Merci. On continue avec Céline. Peut-être une info avant le journal, la page de pub. Allez, une info, 5000 m² de locaux commerciaux, 5000 visiteurs par jour attendus et près de 100 emplois créés. La première pierre du centre commercial de Collines, s'il faut le dire à l'anglaise, a été posée ce matin à Colin-Petit-Bourg. Livraison prévue dans 1 an, en octobre 2016. Le reportage est signé Maxime Morel. C'est une opportunité en tout cas, c'est dans le cadre de l'aménagement global du territoire et surtout nous avons dédié l'espace, l'aménagement de Colin aux activités de service et des activités commerciales. Nous avons fait beaucoup d'analyses avant de donner notre autorisation, mais ce que nous voulions, puisque parallèlement au développement de Colin, que le centre-bourg puisse se développer. Et dès 2008, nous avons mis en place un plan de rénovation urbaine et vous pouvez voir que la rue principale a été rénovée avec l'apport d'autres activités et le littoral et le golfe va compléter en quelque sorte cet aménagement donc, du bourg. De manière à ce que nous ayons 3 grands pôles d'activités, le centre-bourg avec plus des activités de loisirs, touristiques et autres, la zone de Colin, des activités de commerce, de services et bientôt la zone de Rougeole puisque dans le cadre du PLU, nous allons dédier plus de 30 hectares pour l'implantation d'activités artisanales, pas commerciales, industrielles et autres. Et bien sûr, la plage donc, de Viard qui est en prolongement de la zone de Rougeole qui permettra donc des activités de loisirs et touristiques. C'est un projet qui s'inscrit dans notre stratégie de proximité avec nos consommateurs. Nous, notre objectif, c'est ce qu'on voit sur nos centres du Moule, du Lamentin, c'est d'ancrer les consommateurs dans leur bassin de vie, leur éviter de faire des kilomètres en voiture pour accéder à des équipements commerciaux. Et puis, pour les entreprises qui participent au projet et celles qui seront demain les fournisseurs du supermarché et des commerces et services, c'est la garantie d'un ancrage local plus fort et donc une dynamique que nous sommes fiers de partager avec la ville de Petit-Bourg. Le projet Collines a été initié il y a quelques années par mon groupe qui s'appelle Promagim, Agim Immobilier Orpi Entreprise. On a donc travaillé sur ce projet avec l'équipe de la mairie de Petit-Bourg, ce qui a pris pas mal d'années de réflexion, d'accompagnement surtout, avec l'équipe de l'urbanisme d'une part. Nous avons ensuite travaillé sur toute la problématique de la CDAC, puisqu'il faut obtenir des autorisations commerciales pour pouvoir régler tous ces problèmes, ce qui a été obtenu à l'unanimité, il faut le souligner, ce qui correspond vraiment à une zone de développement. Et ensuite, nous avons fait appel à des partenaires, entre autres donc, le groupe SAFO, qui va nous accompagner sur la plus grosse partie, qui va être l'activité d'alimentaire avec l'enseigne Carrefour Market.
Et tous les autres locaux donc, seront attribués en location à différentes activités de façon à avoir une panel assez diversifiée. Vous avez vu que le terrain est assez important, 21 000 m², et donc sur lequel on va développer que 6 000 m² environ de construction. Donc on laisse une grande part au parking, donc avec environ 500 places de parking qui sera disponible dès l'ouverture qui est prévue pour le mois d'octobre 2020. Voilà, et puis un mois après le passage de la tempête Erika, la solidarité ne faiblit pas en direction de la Dominique. Ce matin, le Coreca a récupéré la collecte des écoles maternelles et primaires de Lamentin à Castel. Il s'agissait essentiellement de matériel scolaire en faveur des écoles sinistrées de l'île voisine. Voyons ce reportage, il est signé Alain Hannibal avec Moïse Dexter. On vient d'arriver ce matin à l'école de Castel, l'école maternelle et l'école élémentaire de Castel, et on s'est rendu compte que l'action de solidarité initiée par la mairie a un bel élan, soutenu par les écoles, soutenu par les parents d'élèves, soutenu par l'association Le Lien. Et cette organisation mise en place par la municipalité est aussi pédagogique, puisque nous apprenons ainsi à nos élèves ce que c'est que l'action de solidarité, mais nous apprenons aussi à mieux connaître nos voisins de la Dominique. Donc à travers ça, il y a de la géographie, il y a aussi de l'instruction civisme, il y a tout cela. Et puis il y a cette action de solidarité envers les jeunes élèves de la Dominique qui ont besoin de cahiers, qui ont besoin de stylos, qui ont besoin de matériel scolaire. Et cette action est menée en partenariat avec le Coreca, qui va récupérer les différents matériels que nous mettons à disposition de la Dominique et qui sera bien sûr acheminé et distribué sur la Dominique. C'est une action qui est dans le cadre bien sûr de la solidarité à cause de l'événement que vous avez connu, que nous avons connu avec la tempête Erika, et qui a causé un certain nombre de dégâts à la Dominique, qui est en cours actuellement, qui va se poursuivre encore une semaine. Donc nous lançons par le biais bien sûr de la presse, grâce à vous, un appel à nouveau aux parents d'élèves qui veulent encore participer à cette action de solidarité. Et nous disons c'est du matériel scolaire, sauf bien sûr les livres, parce que vous savez, ils n'utilisent pas les mêmes livres que nous, mais tout ce qui n'est pas livre et qui peut être utilisé par un enfant à l'école serait bienvenu. Voilà, c'était donc le dernier sujet. C'est donc la fin de ce journal d'Annick et du ZCL par la même occasion. Ce ZCL se termine un peu prématurément puisqu'on devait avoir notre chronique Caraïbes. On n'a pas de nouvelles. Sabrina est sûrement perdue quelque part dans la zone. Dans la mer du Caraïbes ou dans les Sargasses. On l'a pas vu. Enfin bon, on espère la retrouver. On lui enverra une bouée de secours et on espère la retrouver la semaine prochaine. Sinon, on va saluer tout le monde, remercie. On souhaite un bon week-end à tout le monde. On se souhaite un bon week-end. Vous êtes encore au journal ce soir? Oui. Oui. Bon, c'est encore moins aux manettes avec Chris en invité. Donc il faut être là. Invité. Ah, vous allez vous amuser. Ouais, en attendant de préparer la direction de l'archipel. Voilà. On vous soutient. Le public vous soutient. Vous savez, votre fan club fonctionne très bien, surtout dans la région bastérienne. Donc vous avez des chances. C'est l'occasion jamais alors. Parce qu'on n'a jamais de prendre la direction de quelque chose. Allez, salut, bon week-end à tous et puis à lundi.